Alors, c'est la page couverture de l'ouvrage en question avec une photo du lac prise en kayak, comme vous pouvez constater. En quelques minutes, évidemment, on peut juste aborder quelques faits saillants. Je vous invite, bien entendu, à consulter le document pour rentrer dans les détails, comprendre tous les enjeux, tous les éléments vraiment intéressants de l'histoire du lac. L'image suivante nous amène à une première photographie aérienne prise en 1960. Alors, pour vous situer, ici, il y a le village dans le bas à gauche, il y a le village de Cherry River en 1960. Vous avez ici la ligne droite, c'est le chemin baisse qui mène vers le 13e rang. Et sur l'image, l'autre chose importante à noter, il y a ici un ruisseau qui est la branche de l'est de la rivière aux Cerises, qui continue un peu vers le sud-ouest où il va se jeter de l'autre côté de la Grande Route dans la branche de l'ouest qui arrive ici de la montagne et qui, ensemble, vont se rendre jusqu'au lac Memphremagog. Alors, donc, il y a un ruisseau qui passe, mais il n'y a pas de lac ici. Et on a indiqué les contours de 3 terres. La première ici appartient à ce moment-là, en 1960, à Warren Buzzell. Il a à ce moment-là 73 ans. C'est le petit-fils d'un couple fondateur de Cherry River au 19e siècle. La deuxième terre, un peu plus grande, appartient à ce moment-là à Clarence Catchpa et sa femme Lillian Whittier. La troisième, la plus grande, qui comprend des parties cultivées, mais aussi des parties encore plus largement boisées, appartient en 60 à Edwin McKelvey et June Cook. Alors, les Whittier, Buzzell, McKelvey, Catchpa sont toutes des familles arrivées à Cherry River dans les années 1850, 60, 70, 80. Ce sont des vieilles familles. En avril 65, Lawrence Buzzell, fils de Warren, avec Dorothy McKelvey, sa femme, achète la terre du père de Lawrence, Warren, ici, et ça va être le début du projet du lac. Ils achètent la terre avec un associé ontarien, un ingénieur, Donald Late. 2 ans plus tard, en avril 67, en avril 67, ils vendent leur terre, les 3 associés, à une compagnie qu'ils ont eux-mêmes créée, c'est-à-dire la Cherry River Chalet Incorporée. On voit qu'ils ont des projets en tête, de toute évidence. En 67, ils achètent aussi, en août, une partie de la terre suivante, ce qui va nous amener à l'image suivante. Alors, sur cette image-ci, on est 6 ans plus tard. Ce qui est indiqué ici en contour pointillé bleu, c'est ce qui va devenir le lac. À ce moment-là, on voit encore le ruisseau. Il n'existe pas en 66, mais ça s'en vient. Alors, c'est ici la première propriété. Et ils achètent une partie de celle qui est juste au nord, Catchpa Whittier, 2A, qui va leur permettre de créer une bonne partie du lac. Notez aussi que cette partie-ci de la propriété au nord est déjà vendue à ce moment-là. Elle a été vendue à des courtes manches en 62 qui ont commencé l'exploitation, largement commencé l'exploitation d'un pit de sable, d'une sablière. Le manoir des Sables est à peu près ici aujourd'hui. À ce moment-là, c'est une exploitation de sablière. Alors, ils achètent ça et on connaît John Osborne, qui est un ancien de Cherry River, qui se souvient, lui, jeune homme, d'avoir participé aux travaux de la digue pour créer le lac en 67. Donc, c'est vraiment là que les choses commencent pour la création du lac. Et en 68, l'année suivante, les associés achètent cette partie-ci de la 3e terre au nord. Et on sait par d'autres indications que les travaux sont modifiés. En fait, en 67, on a commencé parce qu'ils auraient fait un lac plus petit. Et là, dès 68, ils ont la propriété ici qui leur permet d'atteindre à peu près le lac tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc, on peut dire que le lac Écluse est créé en 67-68 par nos associés de la Cherry River Chalet. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, en 67-68, il y a un autre projet qui s'en vient,
qui va démarrer en 69-70, c'est chez Ribault. On est donc dans le démarrage des grands projets de villégiature au pied du Mont Orford à ce moment-là. Dernier élément que je voudrais vous montrer avant de céder la parole à Denis, c'est ici un petit morceau de la terre voisine qu'ils achètent aussi plus tard en 68. On pense, ça on n'a pas, faudrait peut-être encore creuser, qu'ils ont l'intention à ce moment-là d'acheter la sablière et pour l'intégrer à leur projet. L'autre dernière chose aussi, c'est que fin 68 encore, ils achètent tout ce qui reste de la troisième terre au nord, ou presque, ce qui leur fait une immense propriété pour ce qui est de toute évidence un projet de développement de villégiature assez important. Alors, je cède la parole à Denis. Et la souris. Juste avant de continuer, il y a Mme Joanne. Est-ce que vous pourriez fermer votre micro? Parce qu'il y a des gens pour qui ça crée une interférence. OK, merci beaucoup. Alors, voici, avant de passer à l'image suivante, je vous reparle. Un instant, Gilles? Oui. Denis? Oui? J'aimerais te présenter, remercier Gilles aussi pour cette fine recherche sur l'histoire du lac, qui est à compléter en lisant, bien sûr, le document. Maintenant, je vais vous présenter Denis. Denis Tremblay détient un diplôme en architecture depuis 1976. Sa carrière se divise en 2 temps. D'abord, il agit comme intervenant communautaire, chargé de projet et formateur d'adultes dans le domaine de l'habitation sociale et communautaire. En 1999, une réorientation le conduit dans le domaine des technologies de l'information en tant que webmestre et photographe. Compte tenu de ses antécédents, il se spécialise dans les domaines du patrimoine bâti et de l'architecture. Maintenant à la retraite, l'action communautaire, le patrimoine et l'histoire demeurent pour lui des motivations importantes. Denis, c'est à toi maintenant là, de nous parler des grandes étapes de l'évolution du lac jusqu'à aujourd'hui. OK, merci Suzanne. Alors, voilà, je reviens un petit peu sur l'image que Gilles vous a commentée sur la présence des Kachpa ici. Je ne sais pas si vous avez vu récemment l'histoire de M. Herman Kachpa et de son épouse qui fêtent leur 71e anniversaire. Alors, M. Herman et un de ses frères aussi, Harvey, qui reste près d'ici, sont entrés, surtout Harvey et son épouse, là, Mme Rachel Bernier, sont entrés en contact avec nous. On les salue. Ce sont des cousins de Clarence Kachpa. Donc, ces gens-là ont bien connu cette période de développement du lac. Je continue avec l'image suivante qui nous montre finalement le résultat des investissements qui ont été faits par la Cherry River Chalet. Alors, on voit que la digue a été bien construite. Je retrouve la souris. La digue a été bien construite. Le lac s'est rempli comme ça devait. Il y a un chemin de terre qui fait le tour du lac. Ils ont même vous fait construire une piste d'atterrissage pour petits avions. On ne sait pas exactement pour quelle fin. Peut-être que l'associé ontarien avait un petit avion quand il venait dans le coin, ou c'est pour les futurs acheteurs villégiateurs. Toujours est-il qu'elle n'est pas demeurée là. Maintenant, elle serait dans le golfe là, actuellement. Et on constate aussi la présence très, très, très marquée de la sablière qui est un peu gênante pour un projet de villégiature. Donc, ça termine les investissements qui seront faits par la Cherry River Chalet. Il n'y aura pas d'autres développements qui vont se produire par cette compagnie. Il faut attendre l'image suivante. Sur l'image suivante, il faut attendre en 85-86. Il y a un projet qui se prépare avec la municipalité, le maire de l'époque, Jean Dion, et aussi un autre associé, un projet de développement immobilier de villégiature. Alors, ça permettra d'acquérir l'ensemble des terres qu'on voit sur le dessin.
ils deviendront propriétaires des propriétés de Cherry River Chalet. Et en 1986, finalement, Jean Dion reprend le tout à son compte et il agira maintenant comme promoteur. Et voici, il construit d'abord en 87 les villas des Sables, phase 1 et phase 2, qui sont un succès de vente un grand succès. Les villas se vendent bien. On voit qu'en 88, l'hôtel est en construction, le golf aussi est en construction. Malheureusement, l'hôtel, ça ne sera pas un succès aussi comme les villas. Et il y aura des difficultés financières à tel point qu'en 1990, Jean Dion devra remettre l'hôtel et le golf à ses créanciers. Par contre, il restera propriétaire du reste des terrains, incluant le fond du lac qui lui appartient toujours. Après quelques transactions sur l'hôtel, suite à la remise aux créanciers, c'est un architecte, un hôtelier architecte de Montréal, M. Georges Marois, qui va se porter acquéreur de l'hôtel et qui va le relancer, l'hôtel et le golf, à partir de 1993. La dernière image, c'est une image de ce qu'on connaît maintenant, pas mal, c'est assez, oui, de ce qu'on connaît maintenant, l'image date de 2018. Alors, on sait qu'à partir des années 2000, M. Marois a pu acheter l'ensemble des propriétés de ce qui était à l'époque Cherry River Chalet et de Jean Dion et associés. On sait qu'il a développé le projet Bouvreuil. À partir du début des années 2000, il a développé le projet Bouvreuil ici. Le projet consistait à mettre des lots résidentiels en vente, des lots qui touchaient au lac, au bord du lac. Ça a eu pour effet de couper le chemin et ça a eu pour effet de rendre le lac, qui était un lac de villégiature, ça l'a rendu en partie résidentiel. Il y a eu les autres projets par la suite, là, la rue des Orioles, la rue du Héron. On sait qu'en 2020, l'hôtel a été vendu à des intérêts étrangers. Donc, actuellement, les propriétés qui restent dans les mains de M. Marois, c'est tout ce qui est en rouge, la grande partie qui est en rouge. M. Marois et ses compagnies, c'est les compagnies dont il est le président. C'est tout ce qui est en rouge. Il est toujours propriétaire du golf, mais le golf est loué ce qu'on sait, c'est que le golf serait loué au propriétaire de l'hôtel qui le gère et l'administre. Et les compagnies de M. Marois sont toujours propriétaires du fond du lac et sont aussi propriétaires de cet immense lot qui a un potentiel de développement, et on connaît les projets de développement qui sont à venir. Et je dois vous dire que ces projets de développement interpellent beaucoup l'Association pour la protection du lac. Vous comprendrez qu'ils entourent le nord du lac, donc c'est des choses qu'on va suivre de près. Alors voilà, je reviens à la page titre document et je vous mentionne que le document est disponible sur le site de la Société d'histoire et sur le site de l'Association pour la protection du lac Écluse. Il y a un lien qui vous permet d'aller le chercher aussi sur le site de la Société. Voilà, merci. Suzanne, ton micro est coupé? OK, ça va maintenant? Oui. Bon, merci beaucoup, Denis, pour ta présentation dynamique qui nous aide tous à bien situer ce lac si cher à la communauté. Votre travail à toi et à Gilles sera une source de référence pour le futur. Merci. Je vous présente maintenant M. Jean Forget. M. Jean Forget est président de l'Association pour la protection du lac Écluse et travaille avec une équipe dévouée à la protection du lac. Il va vous présenter les principaux défis reliés à la protection du lac. À toi, Jean. Merci beaucoup, Suzanne. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Alors, merci de me donner l'occasion de dire quelques mots concernant l'Association pour la protection du lac Écluse.
Alors, l'Association pour la protection du lac Écluse est une corporation sans but lucratif fondée en 2005 qui s'est donnée comme mission de contribuer au maintien et à l'amélioration de l'environnement du lac, incluant la qualité de vie, la qualité de l'eau, la protection des rives, des affluents, des terres humides environnantes, ainsi que l'aménagement du territoire. L'association utilise plusieurs moyens pour atteindre la mission. Par exemple, un des moyens est de sensibiliser les riverains ainsi que les occupants du bassin versant de la fragilité du cours d'eau, de l'importance des mesures à prendre pour assurer la conservation et la protection de l'environnement du lac, ainsi que la revégétalisation des rives et du littoral. Un autre moyen est d'effectuer des tests d'eau, de qualité d'eau, des études de suivi de la qualité du lac et des cours d'eau tributaires. Nous travaillons aussi avec les autres organisations, en particulier avec la municipalité et les autres associations de protection de lacs de la région. Tout ça pour mieux nous informer des problèmes environnementaux et des solutions possibles. Alors, naturellement, la connaissance du lac, de l'histoire du lac Écluse vient ajouter un élément de motivation additionnel important qui nous incite tous encore plus à protéger ce beau petit lac que les générations précédentes nous ont légué. Au nom de l'association, au nom de ses membres, j'aimerais exprimer l'appréciation et remercier la Société d'histoire des cantons d'Offord pour l'organisation du lancement de l'histoire de ce petit bijou de lac qu'est le lac Écluse. Les résultats de recherche historique viennent répondre à plusieurs questions que bien des membres de l'association se posaient depuis des années. L'histoire maintenant documentée de ce petit lac et de ses environs nous permet d'apprécier encore plus notre environnement et reconnaître le travail des générations passées qui ont forgé ce territoire qui nous permet de continuer à vivre près de la nature, ce qui est encore plus évident et apprécié en ce temps de pandémie. Toujours au nom des membres de l'association, je veux remercier la Société d'histoire du canton d'Offord et, dans ce cas particulier, féliciter et reconnaître les efforts de deux auteurs, Gilles Lauzon et Denis Tremblay, qui ont travaillé bénévolement, sans relâche, pour arriver à compléter leurs recherches et produire ce document concernant l'histoire de notre petit coin de pays. Et il est convenu qu'une meilleure connaissance de l'histoire de notre quartier nous permet de mieux l'apprécier, de s'y attacher et de bâtir un véritable esprit d'appartenance au sein même de la communauté qui l'habite, ce qui revient un peu à donner une âme à notre quartier. C'est exactement ce que nous ressentons en lisant cette histoire écrite par Gilles et Denis. Reading the history of Lake Écluse also gives us the opportunity to learn and appreciate the contribution of past generations who have forged this magnificent territory we live in and appreciate. Anglophone and Francophone families have worked alongside to prepare and preserve this land and this lake for us to enjoy today. On behalf of the members of the association, I also want to recognize the hard work of these families. En terminant, un gros merci et bravo à la Société d'histoire et en particulier Gilles et Denis. Votre travail de bénévole enrichit la communauté. Merci beaucoup. Merci, Jean, pour ces informations pertinentes et pour ta grande disponibilité. Maintenant, je vais revenons à la Société d'histoire du canton d'Offord. Donc, la SHCO a été fondée en 2019 et elle travaille sans relâche à faire connaître le patrimoine et l'histoire fondatrice du canton d'Offord. Son conseil d'administration est très impliqué dans les recherches et les activités. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous recevrez une autre invitation pour le lancement du projet Découverte, Histoire et Patrimoine qui a demandé énormément de recherche et de travail. Il est déjà sur notre site web www.histoireofford.com.
et je suis certaine qu'il vous réserve de surprises intéressantes. Vous pourrez visiter à l'aide d'une carte interactive les différents points d'intérêt racontant l'histoire des lieux, des bâtiments et des ruines du canton d'Offord. Il y a vraiment beaucoup à découvrir. Au cours de l'été aussi, il y aura une activité qui se nomme le Tour de l'Arpenteur, animée par Denis Tremblay. Une activité où les participants partiront du parc de la rivière aux Cerises pour suivre le trajet que fit l'arpenteur Frédéric Weiss et son équipe en 1837 au début de la colonie. Vous pourrez voir et connaître les instruments utilisés pour arpenter les lieux à cette époque en suivant avec les animateurs un parcours d'environ 3 km aller-retour. Pour l'avoir fait, je pourrais vous dire que c'est assez facile et c'est très intéressant. Je vous suggère aussi d'aller consulter sur le site de la Société d'histoire le document intitulé « Histoire de la petite Maison Blanche et proposition d'une nouvelle appellation » écrite également par Gilles Lauzon et Denis Tremblay. J'aimerais aussi vous inviter à devenir membre de la SHCO. Nous avons un besoin important de nouveaux membres et s'il y a des sujets qui vous intéressent, le plaisir de la recherche est à votre portée. De même que l'organisation d'activités ou encore, si vous préférez écrire des articles en regard de l'histoire ou du patrimoine, vous aurez la latitude nécessaire pour vous exprimer dans le cadre de notre mission, qui est de recueillir, étudier, conserver et faire connaître le patrimoine et l'histoire du canton d'Offord. Le formulaire d'adhésion, des petites annonces entre-temps, formulaire d'adhésion se trouve sur le site web www.histoireofford.com. Pour terminer, je veux remercier le conseil d'administration de l'Association pour la protection du lac Écluse qui travaille avec tous les acteurs du milieu afin de s'assurer de la qualité de l'eau de ce lac qui fait le bonheur des baigneurs, kayakistes, pagailleurs et tout simplement de ceux et celles qui en admirent la beauté. Merci pour votre implication sans faille. Pour terminer, j'aimerais ajouter que savoir, connaître et se rappeler sont gages d'un meilleur futur. Le devoir de mémoire de nos origines et de notre histoire conduit à une meilleure compréhension des enjeux sociaux et politiques d'aujourd'hui. Et comme le disait Jean un petit peu plus tôt, une connaissance de l'histoire de notre ville, de notre quartier, permet de développer un sentiment d'appartenance à la communauté. C'est maintenant la période des questions et de commentaires. Je vous demanderai de lever la main à partir de votre ordinateur ou de votre tablette. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers, si vous avez un ordi, vous allez en bas de l'écran, c'est écrit « Réaction ». À ce moment-là, vous pouvez appuyer sur l'icône de la main levée. Si vous avez plutôt un appareil du type Apple, le menu est en haut à gauche et il indique « Lever la main ». On va prendre les questions uniquement en parole et pas en chattant. Alors, c'est à vous la parole. Est-ce que vous avez trouvé le petit truc là, pour lever la main? Ou vous pouvez la lever aussi à main comme ça? Oui, faites-nous signe à l'écran. À l'écran. Il faut ouvrir votre micro si vous voulez nous parler. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos micros? Oui. OK. Participants. Michel? Non. Michel? Oui, bonjour. Bonjour à tous. L'autre peut partager. OK. Alors, c'est simplement un commentaire. Je veux féliciter tout le monde. C'est une présentation extrêmement professionnelle. Pour avoir lu tous les documents dont on a parlé, j'invite tout le monde à se les procurer. Alors, merci à tous.
Merci, Michel. Merci, Michel. Merci, Juste en Michel. passant, suite à un petit moment, j'ai oublié de dire tantôt que le document sera disponible en format papier aussi. Il est disponible sur le site Internet. Et ceux qui veulent se le procurer en format papier, il y en a plusieurs qui nous l'ont indiqué dans le formulaire d'inscription. Mais d'ici quelques semaines, le document sera disponible pour la somme de 20 $. Vous avez juste à nous contacter. J'ai une question ça s'appelle iPad de Asus. Je ne sais pas c'est qui. C'est Ginette Henry. Oui, bonjour. Bonjour, j'habite Offord, près de Jouvence, et je me demandais, c'est quoi l'accès au lac de l'Écluse pour les personnes autres que les résidents autour du lac? Est-ce qu'il y a un accès pour la promenade ou la baignade? Qui veut répondre? Jean ou... Oui, je peux peut-être répondre à ça. C'est que l'accès au lac, pour les membres de l'association, il y a un petit parc en arrière des boîtes de Poste Canada où les gens peuvent même placer leur kayak ou leur embarcation. C'est à peu près le seul accès pour les non-riverains. Par contre, ceux qui vont au Manoir des Sables, il y a une petite randonnée qui se fait le long du côté ouest du lac. Alors, les gens peuvent stationner au Manoir des Sables et aller marcher le long du côté ouest du lac sans rentrer sur le terrain de golf, sans déranger les golfeurs. Alors, je vous remercie et bravo. C'était très intéressant. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Je ne sais pas comment vous poser de questions. Bon, dernière chance. Je vois pas de main levée. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on va vous remercier de votre participation. Nous avons été près d'une trentaine de personnes. Oui, Madame Asser Ipad Routier, oui? Oui, est-ce que vous voulez nous parler? Moi? Madame Routier? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ah bon, je n'étais pas sûre si vous m'entendiez. Bien, merci, oui. Moi, je veux savoir, j'ai vu, c'est très, très intéressant, merci. Mais la longueur du lac, pouvez-vous me dire à peu près la distance, comment, les dimensions du lac? Je n'ai pas retenu, je ne sais pas si vous l'avez dit, mais je n'ai pas retenu les dimensions du lac, s'il vous plaît. C'est un petit lac là, qui fait à peu près 750 mètres de longueur, en moyenne 150-200 mètres de largeur. Ce n'est pas un très grand lac, mais c'est amplement suffisant pour s'amuser. OK. Bien, merci. Merci. À la prochaine. Merci. Chaque fois que je pose une question. Bon, alors voilà. Ben, merci. Alors, Suzanne, est-ce que tu veux conclure? Je dirais juste merci à tout le monde. C'était très agréable. Puis au plaisir de se croiser à la prochaine activité. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.